toujours Marc-André Etier, je suis toujours directeur du CRIFPE et je suis toujours avec Lynn Martel, qui va donc nous présenter dans un instant un exposé, un webinaire sur un de ses sujets d'intérêt et de recherche. Elle est professeure à l'Université de Montréal, au département de fondement, qu'on appelle autrefois fondement, AFE, et elle est membre du CRIFPE, bien sûr. Elle va donc parler de ses recherches. Le fonctionnement habituel va être respecté, c'est-à-dire que nous avons une présentation de trentaine de minutes, le temps que ça prend en tout cas, pour pouvoir bien faire les choses. Et après, on a une discussion. La discussion se passe par mon intermédiaire, c'est-à-dire que je prendrai les questions et les commentaires qui seront faits dans la boîte Q&A, question and answers, dans le fond, Q&A. Vous écrivez là vos questions au fur et à mesure ou à la fin, peu importe, mais je les prends seulement à la fin. Et puis, je les transmets à Lynn Martel, le professeur Martel, qui va pouvoir y répondre ensuite. Donc, la partie de discussion dure environ une demi-heure, on verra. On finit vers 13 heures, l'heure à laquelle, en général, les gens doivent retourner travailler. Alors, on a en gros une heure ensemble pour parler. Professeur Martel, est-ce que vous voulez vous présenter vous-même? Oui, merci beaucoup, professeur Etier. Je vais tout de suite démarrer le partage de mon écran. Alors, je vous remercie d'être là pour la direction d'école de l'influence aux résultats. Comme l'a dit le professeur Etier, je suis actuellement professeure et chercheuse en leadership pédagogique au département d'administration et de fondement de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. J'ai toutefois passé le plus clair de ma carrière dans des établissements d'enseignement à la direction, où j'ai eu le privilège de participer aux trésors d'ingéniosité qui sont déployés pour favoriser la réussite. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier le CRIFPE de m'offrir cette opportunité-là de partager les résultats de certaines de mes recherches. C'est bien apprécié. À ce sujet-là, j'ai l'intention aujourd'hui de vous offrir un espace pour réfléchir à l'utilisation positive du pouvoir de la direction d'école pour favoriser la réussite des petits, mais aussi des grands. J'espère donc, comme le professeur Etier le proposait tout à l'heure, vos réactions, vos questions, puis vos commentaires à la fin de la présentation. Comme j'ai d'abord été enseignante, j'ai pu constater, comme tant d'autres membres du personnel, que la direction d'école, ça correspond au patron ou à la patronne dans une école. À cette époque, d'ailleurs, j'avais parfois l'impression que ce patron-là commandait à son personnel. Mais il n'est plus question de ça aujourd'hui, particulièrement en contexte de rareté de main-d'œuvre. Il est plutôt question d'animer, de mobiliser, de soutenir les membres de son équipe. D'ailleurs, dans les écoles, le personnel est maintenant davantage scolarisé, compétent, lorsqu'il est qualifié, bien entendu, puis les parents sont plus exigeants, puis plus critiques, les élèves ont des droits comme jamais auparavant. C'est pas là des problèmes, mais des caractéristiques qui ont changé avec le temps, comme le rappelait Pelletier il y a déjà près de 20 ans. En ce sens, aujourd'hui, on va s'intéresser au pouvoir de la direction, puis à la manière de les utiliser positivement pour arriver à la meilleure réussite possible. À mes débuts en gestion scolaire, il y a 20 ans, j'ai découvert que c'était, entre autres, la loi sur l'instruction publique qui donnait ses pouvoirs à la direction d'établissement. Aujourd'hui encore, cette loi-là stipule que la direction d'école est nommée par la direction générale de son centre de service scolaire, puis que, sous l'autorité de celle-ci, elle doit s'assurer de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école en la dirigeant sur les plans pédagogiques et administratifs. Wow! Ça peut faire rêver de plein de belles possibilités, mais c'est aussi lourd de sens, surtout quand on sait que la gestion du personnel, c'est l'aspect des tâches de la direction qui est le plus crucial, le plus difficile, puis le plus exigeant, en fait, le plus exigeant surtout, notamment en raison du caractère incertain puis imprévisible du comportement de toutes ces personnes-là que la direction a sous sa responsabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement avoir du pouvoir pour une direction d'école? En fait, c'est quoi le pouvoir? Une définition classique du pouvoir serait la capacité d'inférer un changement ou, dit autrement, la capacité d'une personne A d'obtenir qu'une autre personne B fasse une chose qu'elle n'aurait
pas faite sans l'intervention de... L'exercice habile du pouvoir suppose aussi qu'on prenne les bons moyens pour avoir l'impact souhaité sur les autres, tout en sachant qu'une direction, elle est souvent contrainte dans cet exercice-là par des règles, par des procédures ou encore par la culture qui peuvent être propres à son organisation ou, par exemple, aux attentes ministérielles. Il arrive donc parfois que la direction veuille faire blanc, mais qu'elle doive faire noir, ce qui peut aussi abîmer les relations avec les personnes qui travaillent à l'école ou qui gravitent autour. On peut penser ici, par exemple, au service en orthophonie, qu'une direction d'école considère absolument nécessaire de donner à un enfant présentant une difficulté sur le plan du langage, mais qu'elle ne peut pas lui offrir faute de ressources. Si on revient au pouvoir, il s'exerce par une relation, mais aussi dans une relation où une certaine dépendance est nécessairement présente. Pour illustrer cette dépendance, prenons d'abord l'exemple de certaines relations familiales. Ça devrait vous dire quelque chose. Les parents ont beaucoup moins de pouvoir sur leurs enfants quand ceux-ci deviennent indépendants. Dans la relation de travail, la direction, elle est dépendante de la coopération de la personne enseignante pour réaliser les mandats qui lui sont confiés. Je donnerai ici l'exemple de ces personnes qui facilitent l'accès des ressources professionnelles pour les élèves en s'assurant, par exemple, de respecter l'horaire attribué. On pourrait aussi explorer des exemples de la relation de la direction d'école avec son ou ses supérieurs. C'est intéressant, non? Il vous vient sans doute des images en tête. Notez-les, s'il vous plaît. Nous pourrons en discuter à la fin avec grand plaisir. Le pouvoir peut aussi être vu sous différents angles. On va aujourd'hui s'intéresser aux types formels et informels. Il y a deux formes de pouvoir qu'une direction d'école mobilise à des niveaux variables, le pouvoir formel puis le pouvoir informel. C'est plus souvent au pouvoir formel qui viennent avec la nomination de la direction d'établissement, à savoir l'autorité, la coercition et la récompense qu'on pense d'abord. Le premier, le pouvoir qui est associé à l'autorité, lui permet d'obliger les autres à faire ce qu'elle veut qu'ils fassent, toujours en vue, par contre, d'amener les gens à collaborer à l'atteinte des objectifs fixés par l'école. Puis fixé par l'école, c'est souvent fixé par les membres de l'équipe école. C'est pas l'école en tant que telle qui les fixe et généralement pas la direction toute seule non plus. On va voir ça un peu plus loin. Ensuite, le pouvoir de coercition, il est utilisé pour contraindre une personne à adopter un comportement particulier dans le cas où elle en adopterait un qui soit indésirable. Il faut exercer ce pouvoir-là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire dans le contexte où la personne transgresse vraiment une règle, une norme, une procédure, bref, quelque chose qui entrave le fonctionnement de l'école, notamment parce que la crainte ou le sentiment de frustration associé à la perte est ressenti plus intensément que le sentiment de satisfaction face à un gain équivalent. La bonne connaissance des enjeux de chacun est donc importante parce que toutes les pertes ne se valent pas aux yeux des personnes qui composent une même équipe. Une lettre de réprimande pourrait, dans certains cas, être perçue comme moins coercitive que la perte d'accès à un local, par exemple. Finalement, le pouvoir de récompenser repose quant à lui sur l'accès à des ressources dont on peut se servir pour valoriser des personnes qui ont fait du bon travail. Pour ça, il faut simplement bien connaître son monde, question d'être certain de leur faire plaisir. Bien entendu, dans les organisations scolaires, c'est souvent difficile de récompenser de manière monétaire. Alors, il faut être créatif puis user de reconnaissance, possiblement sous forme de temps ou de matériel pédagogique. Assez récemment, des chercheurs puis des chercheuses ont montré que dans l'exercice de leurs fonctions, les directions n'usent pas prioritairement de leur pouvoir formel. Dans leur recension des écrits qui portaient sur les activités réellement réalisées par les directions d'établissement dans le cadre d'un leadership pédagogique, Boss et Chaliès ont trouvé que, bien qu'elles soient placées dans une posture d'autorité, leurs activités sont assez peu marquées par des prises de position hiérarchiques ou de contrôle, à l'instar de Moligny et Progin, qui ont montré
que les directions ont généralement une vision relativement démocratique, où la coopération avec les enseignantes et les enseignants est souhaitée. Ce qui nous amène donc aux bases informelles du pouvoir, qu'il est préférable de déployer d'abord avant de recourir au pouvoir formel en cas de nécessité. Ces bases de pouvoir-là reposent sur les pouvoirs de compétences qu'on acquiert en formation, puis qui nous sera reconnu si les autres estiment que la compétence est bien utilisée pour les aider, puis pour aider l'organisation, l'école. Le pouvoir d'information, qui dépend de ce que la direction connaît de la situation en général, des orientations stratégiques de son organisation, des enjeux qui animent les personnes qu'elle cherche à influencer, puis aussi les informations associées aux relations que les personnes qui travaillent dans l'organisation entretiennent entre elles. On est toujours surpris d'apprendre qu'une secrétaire est la belle-sœur de quelqu'un en position d'autorité au centre de service scolaire, mais ça fait partie des choses qu'on doit savoir. Le pouvoir d'expertise est quant à lui associé à l'expérience et à la pratique qui se développe avec le temps, puis le pouvoir de référence est associé quant à lui aux qualités personnelles de la direction d'école, comme celles qui engagent la confiance puis le respect. Il y a aussi, vous le voyez en bas de la diapositive, les pouvoirs d'affiliation puis de groupe qui vont être associés à l'une ou l'autre de ces formes de pouvoir-là selon le contexte. Dans ce cas-là, le réseau de contact ou le groupe auquel on s'associe dans l'organisation pour travailler en équipe nous permettent de former des coalitions puis des alliances qui vont faciliter l'atteinte des objectifs scolaires. Il semble donc clair que dans son travail, la direction d'établissement doit conjuguer différentes formes de pouvoir pour s'acquitter de l'ensemble de ses responsabilités. Elle porte d'ailleurs différents chapeaux, dont ceux de gestionnaire et de leader pour y arriver. La frontière entre la gestion et le leadership est souvent mince, voire floue. Les deux processus impliquent d'influencer un groupe d'individus pour atteindre des objectifs. Un gestionnaire peut ne pas être un leader, comme il est possible qu'un leader n'ait pas les compétences d'un gestionnaire. Comment on peut alors les distinguer? Bien, le leadership, ça vise à susciter une participation volontaire, alors que le rôle de gestionnaire est plutôt associé aux fonctions de gestion. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces fonctions planifiées, organisées, dirigées ou contrôlées, par exemple, qui vont retenir notre attention, mais plutôt l'art d'influencer le leadership. Plusieurs auteurs et autrices le définissent comme un processus d'influence qui émane de l'interaction entre différentes personnes en fonction d'objectifs dans une situation particulière. Quand vous tentez d'influencer quelqu'un, vous avez un objectif en tête, parfois explicite, comme vous assurer qu'une enseignante mette en œuvre une bonne pratique en lecture, puis parfois implicite, comme quand vous faites un détour pour aller saluer un membre de la communauté. Le pouvoir s'exprime en fonction d'une intention qui doit être claire, connue et commune pour rassembler les conditions nécessaires à l'exercice authentique et transparent du pouvoir. Dans l'absence d'une de ces conditions-là, c'est plutôt une forme de manipulation qui émerge. C'est malheureusement ce qui fait que l'exercice du pouvoir a parfois mauvaise presse, étant donné qu'il est alors associé à de la malhonnêteté ou qui est perçu comme répréhensible. Mais aujourd'hui, nous visons l'utilisation positive du pouvoir par la direction d'école pour favoriser la réussite des petits et des grands, je vous l'ai dit plus tôt, donc on va rester dans ces conditions-là. Les personnes à qui on reconnaît des compétences en leadership manifestent une plus grande maîtrise des bases de pouvoir, d'expertise et de référence dont on a parlé il y a quelques instants, en s'appuyant sur leur expérience dans la pratique puis sur leur qualité personnelle comme leur capacité de persuasion. Associé donc aux pouvoirs informels, le leadership est plus complexe à obtenir puis il réfère à un processus plutôt flou et fluide qui est constitué de différents éléments tous essentiels. Quand on pense au leadership, on a surtout en tête des leaders. Par contre, les leaders, c'est juste un élément du leadership. Les subordonnés puis le contexte sont tout aussi essentiels puisque le leadership émane de l'interaction de tous ces éléments-là, comme on peut le voir sur la figure que vous avez ici sur la diapo.
Pour illustrer cette relation-là, prenons l'exemple des élèves d'une classe qui sont turbulents puis qui ne respectent pas l'enseignant. Ils choisissent donc de ne pas s'en remettre à l'enseignant. Conséquemment, celui-ci ne peut pas être considéré comme un leader. Et l'enseignant, il peut essayer d'utiliser le pouvoir lié à son poste pour gérer la situation, mais il va agir à ce moment-là comme un gestionnaire avec autorité et pas comme un leader en les influençant positivement. La relation est donc pas unidirectionnelle, mais multidirectionnelle. Dans le cas des membres d'une équipe école, les membres du personnel ont des relations de pouvoir les uns avec les autres et quelquefois les uns sur les autres, malgré l'autorité que certaines personnes peuvent détenir. Pensez à l'une de vos dernières réunions avec des membres du personnel. Une question délicate est soulevée, puis certaines personnes en regardent une autre qui réagit ou pas comme il s'y attendait. Donc, la personne peut, les personnes autour de la table peuvent alors réagir à leur tour en reportant leur attention sur une autre personne. On en regarde une qui réagit comme on pense ou pas. Oups, et là, on fait un petit tour comme ça, puis on voit les regards se promener autour de la table. Le leadership est attribué à une personne ou à plusieurs dans un groupe et il peut se traduire par un sociogramme et des normes sociales. Dans l'exemple qu'on vient d'imaginer, il est possible que la question délicate qui a touché un élément auquel le syndicat est sensible ou encore un élément qui toucherait la pédagogie. Si c'est un élément qui est sensible pour les syndicats, il est possible que les regards se soient retournés vers le délégué syndical. Si c'est plutôt une question pédagogique, il est possible que les regards se soient tournés à ce moment-là vers un leader pédagogique, ça peut être un enseignant, ou vers une personne plutôt réfractaire pour voir sa réaction à l'annonce. Comme on sait aussi que le leadership tend à être dispersé à l'intérieur d'un groupe, c'est ce à quoi vous venez d'assister. L'exercice du leadership nécessite donc des ajustements constants pour la personne qui souhaite le conserver. Pour faire preuve de leadership, il faut que les subordonnés suivent parce qu'ils le veulent et pas parce qu'ils y sont obligés. On serait dans ce dernier cas-là dans la perspective du pouvoir formel associé à l'autorité. La subordination, c'est cette capacité ou cette volonté-là d'une personne de s'en remettre à un leader, de choisir de s'engager dans une relation pour co-créer le leadership et ses résultats. Si les subordonnés refusent le leadership de la direction ou n'acceptent pas le rôle de subordonné, comme dans l'exemple des élèves turbulents, des conflits risquent de survenir. Ça va coincer, c'est pas mal certain. Différents cas de figure sont possibles. Il peut y avoir dans le leadership une relation qui va être dominée par le leader avec des subordonnés plutôt passifs, mais aussi un partenariat est possible dans lequel le leader et les subordonnés collaborent. Aujourd'hui, on reste du côté positif de la force, alors on va se concentrer sur la situation de collaboration où le pouvoir est généralement partagé puis distribué adéquatement. Dans ce cas positif-là, les comportements des personnes se construisent dans les actions puis les interactions qu'elles ont au fil des situations dans différents contextes, mais aussi au fil de leur évolution. Cette construction-là, s'appuie sur des idées préconçues, ce qu'on pense que devrait être une bonne direction d'établissement scolaire, par exemple, puis aussi sur la nature de la situation. La personne qui dirige donc une école se retrouve constamment dans des réalités possédant leur propre dynamique, leurs propres variables, puis des personnes concernées qui peuvent changer, ce qui fait qu'il n'y a pas de solution universelle aux situations rencontrées, mais la communication et les interactions quotidiennes en sont véritablement des éléments. Le leadership en milieu scolaire, ça a été étudié de différentes façons, puis les styles de leadership transformationnel et pédagogique font partie des plus influents. Ils ont d'ailleurs été comparés. Le leadership pédagogique aurait un effet de 3 à 4 fois supérieur au leadership transformationnel, selon ce que Robinson a trouvé il y a déjà quelques années, par exemple en 2008. On va voir de quoi est fait ce leadership pédagogique-là.
Allinger, dont vous voyez une traduction libre du modèle ici, a élaboré un tel modèle qui met l'accent sur l'apprentissage et l'enseignement. Il est constitué de 3 dimensions qui subdivisent elles-mêmes en sous-dimensions, comme vous pouvez le voir ici. Définir la mission, ça fait référence aux pratiques qu'une direction d'école utilise pour arrêter avec la participation de son équipe. On en parlait tout à l'heure. La direction à prendre puis les objectifs à se donner dans le but d'assurer la mission de l'école et plus spécifiquement le projet éducatif que l'école va se donner pour réaliser cette mission-là. La dimension gérer les activités pédagogiques, elle est associée à la coordination des enseignements puis au suivi des pratiques pédagogiques. Puis la dernière dimension, développer un climat favorable aux apprentissages, recouvre les éléments permettant à une école d'offrir un contexte propice aux apprentissages. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments ici. On y revient un peu plus loin. Parce que c'est ce modèle-là que j'ai utilisé dans ma thèse qui visait à étudier les pratiques de direction d'établissement du primaire à l'égard du personnel enseignant. Sur le plan méthodologique, j'ai eu recours à une approche qualitative descriptive pour étudier en profondeur la réalité de 18 directions d'école, puis de leurs 2 directrices accompagnatrices. Et j'ai utilisé cette approche-là pour faire émerger le plus d'aspects possibles de leur situation grâce à des entretiens qui portaient sur leurs pratiques de gestion, mais aussi sur les intentions puis les représentations qui semblaient les guider. Les personnes participantes partageaient un même contexte organisationnel. Vous vous rappelez dans le triangle du leadership, le leader, les subordonnés, puis la situation, le contexte, bref, à savoir un même centre de service scolaire. Puis elles ont été choisies parce qu'une amélioration de la réussite des élèves a été constatée pendant leurs années à la direction d'une école. L'analyse des données collectées a révélé que ces directions cochent toutes les cases du modèle de leadership pédagogique d'Allinger et même plus. Il a donc été possible d'enrichir le modèle de pratique pour chaque sous-dimension, mais aussi de faire ressortir l'importance des habiletés politiques de ces gestionnaires. Je vous en parle tout de suite. Pour suivre la logique d'action que les directions rencontrées semblaient suivre, l'articulation du modèle a été modifiée comme vous pouvez le voir ici. Donner la direction est composée de 3 sous-dimensions qui étaient déjà présentes dans le modèle d'Allinger, puis mes analyses m'ont incité à ajouter une catégorie faisant référence aux aspects politiques de la gestion. L'élaboration des objectifs nécessite de développer une connaissance du milieu puis du contexte par une collecte puis une analyse de données pertinentes et de qualité pour identifier les besoins des élèves, mais aussi du personnel. C'est sur cette base-là que les directions appuient leurs décisions, par exemple à partir des écarts constatés entre une situation actuelle et une situation visée dans le projet éducatif, par exemple. La mise en place d'un tel processus pour développer une lecture commune au sein de l'équipe peut contribuer non seulement à un changement de culture, mais aussi à la mobilisation des personnes par rapport aux moyens définis dans le projet éducatif. Dans cette perspective-là, les directions ont mentionné que ce recours aux données contribuait, selon elles, à la mise en place d'une culture des données. Pour ce qui est de la communication des objectifs du projet éducatif, des personnes participantes ont expliqué qu'elles les présentaient de façon explicite aux membres du personnel, notamment à ces membres-là qui choisissaient de s'affecter à l'école à la fin de l'année scolaire ou au début, là, selon les moments d'affectation, lors de la séance annuelle. Donc, les discussions à ce sujet, que ce soit avec les nouveaux ou avec les anciens, étaient à l'ordre du jour aussi de nombreuses rencontres en cours d'année pour ne pas perdre le fil rouge. La présence manifeste, elle est souvent mise en relation par les directions avec l'idée de marcher son école. Marcher son école, ça vise à développer une relation de confiance avec les membres du personnel puis les élèves, mais au-delà de cette présence à des moments particuliers, la présence manifeste, ça concerne aussi la qualité de la présence offerte à des moments stratégiques, comme pendant les plans d'intervention, par exemple. Les aspects politiques forment une catégorie qui a émergé des résultats de la recherche, puis ils portent sur la manière dont les directions partagent l'information, suscitent la confiance dont on vient de parler, font valoir leur point de vue, développent des relations, s'approprient certains encadrements, et comprennent leur environnement.
Les directions avec qui je me suis entretenue ont toutes rapporté discuter au quotidien puis utiliser la persuasion avec les personnes qui travaillent ou gravitent autour de l'école, comme les membres du personnel, les parents, les élèves, les membres de la communauté. Toutes ont également abordé l'appropriation des multiples cadres réglementaires et politiques qui encadrent leur quotidien, notamment au regard de la gestion axée sur les résultats puis de la réponse à l'intervention. Une très grande majorité a exposé, quant à elle, des pratiques qui visaient à établir un lien de confiance ou à développer leur relation avec des conseillers ou des conseillères pédagogiques ou leurs collègues à la direction d'école ou des cadres de service, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de leur centre de service scolaire. Encore une très grande majorité a semblé suffisamment bien comprendre son arène politique pour profiter d'un soutien offert par leur supérieur, un directeur général adjoint ou une directrice accompagnatrice, en savoir ce qu'on peut demander, à quel moment et de quelle façon pour obtenir les meilleurs résultats pour nos élèves ou les membres de notre équipe. C'est tout un art. Les relations, dans ce sens-là, là, continuons sur les relations, ça a besoin d'un terreau fertile qu'on trouve dans la confiance. Hein. La confiance, c'est un terreau fertile pour les relations que les directions d'école qu'on a rencontrées m'ont dit susciter. Par exemple, une personne participante rapportait cet exemple concernant un parent. Quand le parent m'appelle parce qu'il est mortifié, ce sont ses mots, que son enfant soit en classe multi, je travaille à le rassurer en lui expliquant ce qui se passe dans l'école. Je les vois, les enseignantes qui prennent bien en charge les classes multi, qui se préparent, puis je vois les élèves qui passent une belle année. C'est une belle façon de convaincre un parent, je pense. Mais le lien de confiance, ça ne concerne pas que les enfants et leurs parents. Le lien de confiance entre les enseignants et la direction, pour moi, c'est super important à exposer une autre personne participante. Il permet de glisser doucement, je me mets le pied dans la porte, une idée quand je sens qu'il y a une volonté de changement, mais aussi de se retirer un peu quand on sent qu'il y a une résistance. La gestion des ressources, elle inclut toutes les sous-dimensions qui peuvent être associées à la gestion des ressources humaines que le modèle d'Allinger pointait, à savoir la supervision pédagogique, la reconnaissance et la promotion du développement professionnel. Puis mes analyses m'ont incité à ajouter aussi une catégorie associée aux autres activités de gestion des ressources. Les activités associées à la supervision pédagogique incluent l'offre de soutien aux personnes enseignantes, la réalisation de suivi en équipe, puis la mise en place de comités de travail. Vous ne serez pas surpris par ces résultats-là. Mais les propos recueillis suggèrent que la supervision pédagogique se fait davantage suivant une approche d'accompagnement collectif qu'individuel. J'ajouterais que plusieurs personnes participantes ont aussi déclaré qu'elles profitent de ces moments de rencontre pour susciter de la cohérence entre les priorités du personnel enseignant et les objectifs d'amélioration de la réussite prévus au projet éducatif, puis aussi profiter de ce moment-là pour offrir de la rétroaction sur les pratiques professionnelles. Cette rétroaction-là peut d'ailleurs être aussi utilisée pour reconnaître la contribution des membres du personnel. Hein. Les directions participantes ont rapporté, communiqué informellement et formellement leur appréciation, en plus de s'intéresser sincèrement aux membres de leur personnel. Pour ce qui est de la promotion du développement professionnel, l'organisation par les directions et leur participation aux activités offertes aux membres de leur personnel font partie des éléments rapportés, en plus de la valorisation des connaissances issues de la recherche. Finalement, les autres activités de gestion des ressources présentent plusieurs éléments. Dans la gestion de la prestation de travail puis de la discipline, cette catégorie regroupe des activités comme la planification, la gestion, puis le suivi des rencontres, donc des rencontres d'attente, puis la mise en place quand c'est requis d'un accompagnement formel ou disciplinaire. Dans ce sens-là, certaines directions participantes ont évoqué comment elles communiquent leurs attentes au regard de la prestation de travail, au sujet de la communication avec les parents, par exemple, aux membres de leur personnel. Enfin, relativement à la gestion plus stratégique d'autres ressources, les directions ont fait plus fréquemment référence à des activités relatives à une allocation des ressources qui soient cohérentes avec le projet éducatif, que ces ressources-là soient financières, matérielles, technologiques ou informationnelles.
Le suivi des apprentissages demeure composé de 4 sous-dimensions. Le suivi des apprentissages, il demeure composé de 4 sous-dimensions du modèle d'Allinger, à savoir la régulation des activités pédagogiques, le suivi des progrès des élèves, la protection du temps d'enseignement, puis les mesures d'incitation à l'apprentissage. On peut nommer à cet égard-là le recours au soutien des conseillères et des conseillers pédagogiques, notamment en vue de l'harmonisation des pratiques pédagogiques, que ce soit la planification globale, plus horizontale, ou par niveau, vertical, là, entre les différents niveaux, la participation au travail d'équipe pour s'assurer de l'enseignement du programme, puis de l'organisation puis de la participation à des rencontres de cycle ou intercycle. À titre d'illustration, l'implantation d'un continuum relatif à l'apprentissage de la lecture, qui serait un objectif du projet éducatif, nécessiterait l'achat de matériel, puis la libération de membres du personnel pour son appropriation, puis le développement de nouvelles pratiques professionnelles. De cette manière-là, ça touche un peu, cet exemple-là, l'ensemble des dimensions exposées ici. Selon Allinger, les directions qui ont recours au leadership pédagogique s'appuient davantage sur leur expertise pédagogique que sur leur autorité formelle pour influencer la réussite scolaire. Mais malgré ça, il s'agit quand même d'un modèle descendant, à savoir qui part des objectifs pour aller vers les personnes. Ce style-là de leadership serait médié par les pratiques enseignantes, puis les résultats de recherche récentes ne convergent pas au sujet de ces effets. Certaines avancent que les relations qu'il aurait avec la réussite seraient peut-être pas si claires. Donc, depuis longtemps, on sait aussi l'importance des interactions avec les membres du personnel ou la gestion stratégique des ressources ou encore de l'organisation, puis des relations dans et à l'extérieur de l'école. Ben, il y a un autre style de leadership qui est bien utilisé en éducation qui couvre ces angles. Il s'agit du leadership transformationnel. Si on retourne un peu dans le temps, à la fin des années 70, Burns s'est intéressé au leadership sur les plans du pouvoir, des objectifs et des relations, où il a identifié chez certaines personnes un style de leadership transformationnel. Ces leaders nouaient avec leurs subordonnés des relations inspirantes qui les transformaient tous positivement, leaders et subordonnés, en changeant le regard que chacun portait sur le monde, sur l'organisation, puis sur divers projets plus particuliers. Les directions qui font usage de ce style de leadership-là choisissent de favoriser le bien commun en étant à l'écoute des aspirations puis des besoins des personnes qu'elles dirigent. En faisant ça, elles suscitent la confiance, on en parle depuis un petit moment déjà, puis ont un impact positif sur l'absentéisme et la rotation du personnel, en plus de renforcer l'estime de soi, la productivité puis la satisfaction au travail, qui peuvent être fort intéressants dans ce contexte de rareté de main-d'œuvre dans lequel on évolue actuellement. En éducation, Letwood a utilisé ce modèle-là pour élaborer le sien qui vise surtout l'amélioration des pratiques pédagogiques. Ce modèle-ci, celui de Letwood, présente 4 catégories de pratiques qui se séparent ensuite en 14 pratiques ayant un effet significatif sur la réussite scolaire. Vous avez ces catégories et ces pratiques-là sous les yeux ici, mais ce qu'il faut surtout retenir, peut-être pas surtout, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que même si elles font partie d'un répertoire de pratiques qui favorise la réussite, son auteur lui-même rappelle qu'elles ne sont pas nécessairement toutes mises en œuvre par les directions d'établissement, y compris par les plus performantes. On est ici maintenant devant un modèle de leadership qui est ascendant, c'est-à-dire que contrairement au leadership pédagogique, il part des personnes pour aller vers les objectifs. Il semble que les styles de leadership pédagogique et transformationnel puissent se conjuguer pour un meilleur effet sur la réussite des élèves. Donc, il semble que les styles de leadership pédagogique et transformationnel puissent se conjuguer pour un meilleur effet sur la réussite des élèves. On a d'ailleurs remarqué chez d'autres directions qui ont participé à notre recherche sur l'amélioration des pratiques enseignantes au regard de la lecture dans une école secondaire que c'était possible. Dans cette étude-là d'approche qualitative et descriptive réalisée avec ma collègue Amélie Lemieux, les 6 membres du personnel de direction d'une même école secondaire rencontrée cumulaient pour 3 d'entre eux plus de 30 années d'expérience en éducation, 2, 20, puis la dernière, une dizaine quand même.
Les entretiens qu'on a réalisés avec eux portaient principalement sur leur approche, ce qui semble fonctionner ou être un défi, mais aussi sur leur pratique réflexive à l'égard de celle-ci pour susciter leur réflexion stratégique. 7 thèmes ont fait surface dans les propos de chacune. Vous avez les thèmes ici qui sont listés, alors je ne vais pas les lire, mais ils sont ordonnancés dans un ordre décroissant d'importance dans le sens de la fréquence d'évocation dans les propos des personnes participantes. Ces propos nous ont permis de montrer qu'il y a des tendances qui lient les modèles de leadership pédagogique d'Allinger puis du leadership transformationnel de Letwood, à l'instar de ce que différents autres chercheurs, comme Jensen et Paulson, avancent. Allons voir ça d'un petit peu plus près. Les directions avec lesquelles je me suis entretenue ont d'abord à cœur les personnes qui évoluent dans leur école, petites et grandes. Une direction m'a dit, mon objectif en tant que leader pédagogique, c'est d'essayer d'amener les pratiques probantes chez les enseignants, puis d'amener des façons de faire qui vont faciliter la réussite chez nos élèves en difficulté. Une autre formulait plutôt son engagement par rapport à l'amélioration des pratiques de cette manière-là. Je vais dire au prof, on est là pour toi, je suis là pour toi. Si tu as besoin d'aide, on va aller chercher telle personne. Pareil pour les élèves. Les élèves ont de la difficulté, on va t'envoyer un enseignant ressource. On peut comprendre ici qu'elle cherche à mieux cerner les besoins des élèves pour que les pratiques enseignantes y répondent en s'appuyant sur une approche par questionnement. Elle vise également à tenir compte des besoins du personnel tout en participant activement au travail d'équipe, puis en se posant en modèle pour les personnes qu'elles accompagnent et influencent au quotidien. Les directions qu'on a rencontrées n'hésitent pas non plus à offrir de leurs ressources, leur temps, leur expertise ou celle d'autres personnes, comme on vient de le voir, pour soutenir les membres de leur personnel. Par exemple, une personne m'a rapporté un échange qu'elle avait eu avec un enseignant demandant si elle ne pouvait pas l'aider à améliorer ses pratiques pédagogiques. Elle lui a répondu, je vais t'accompagner du mieux que je peux retourner 3, 4, 5 fois dans ta classe si ça te rend service, mais j'aimerais ça aussi que tu ailles t'asseoir dans d'autres classes parce qu'il y en a plein d'autres qui ont des bonnes idées. On voit donc qu'elle cherche à comprendre les situations pour appuyer le jugement professionnel des membres du personnel, mais aussi à partager le travail à réaliser avec eux. Pour y arriver, elle s'assure notamment que chaque personne a ce dont elle a besoin pour réaliser ses tâches, puis s'efforce de bien connaître aussi les membres de leur personnel. Les directions de cette école-là ont dit faire parler les données, notamment par rapport aux caractéristiques des élèves, pour mieux répondre à leurs besoins puis s'assurer de prendre des décisions en fonction de celles-ci. Ces données-là, elles les récoltent à différentes sources, mais perçoivent également certaines limites ou contraintes à la culture associée à la gestion axée sur les résultats ou sur les données. Une personne mentionnait à ce sujet-là l'importance de regarder c'est quoi les caractéristiques des élèves, comment ils se comportent, que ce soit des données qualitatives ou quantitatives, des notes ou des observations que les enseignants font, de ce que les élèves font pour bien comprendre les situations. En ce sens, toutes les directions rencontrées ont rapporté sonder les besoins des élèves, chercher à connaître les meilleures façons d'y répondre et en discuter avec les membres du personnel. Une personne exposait justement que c'est important pour elle de considérer que ce ne sont pas eux, les membres du personnel enseignant, qui vont porter ce poids-là uniquement. La lecture, ça se retrouve dans toutes les matières. Puis, elle disait, nous, on est conscient que c'est une responsabilité partagée. Donc, les membres de l'équipe de direction de cette école-là se satisfont pas du statu quo puis prennent au sérieux, par ailleurs, leur devoir d'informer pour mieux répondre aux besoins des élèves. En ce sens-là, une autre personne rapportait dans ses propos la situation d'un élève immigrant à qui une personne enseignante donne une situation d'apprentissage en lecture avec des références culturelles qu'il ne connaît pas. Ben, la directrice, elle me dit, il faut qu'on le prenne en considération parce qu'au final, ça va vraiment mettre en valeur son potentiel puis lui permettre de réussir. S'il a des références culturelles qu'il peut comprendre, elle s'est donc assurée d'en discuter avec la personne enseignante concernée. Sur le plan du climat, les personnes participantes ont clairement à cœur le bien-être des élèves puis des membres du personnel, en plus d'accorder beaucoup d'importance à offrir une présence de qualité en grande quantité, particulièrement aux membres du personnel. Elles sont aussi soucieuses de dire ce qu'elles font et de faire ce qu'elles disent dans un cadre respectueux et rigoureux, permettant la compréhension et la confiance mutuelle.
Pour illustrer ces résultats-là, ben, une personne expliquait à quel point beaucoup de crédibilité et de confiance sont importantes, puis qu'il est important de les voir, les membres de la direction, en action, parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui va être sur le terrain. L'avant-dernier élément, c'est la collaboration. Les membres de l'équipe de direction de cette école-là n'hésitent pas à demander de l'aide pour eux-mêmes ou pour d'autres, à travailler avec des personnes qui peuvent les amener plus loin. La collaboration leur apparaît être un levier pour l'innovation et le développement professionnel, mais aussi pour l'élaboration des objectifs du projet éducatif. Par exemple, une personne rapportait que les membres de l'équipe de direction s'étaient séparés l'animation de l'équipe d'enseignement du français pour rédiger l'objectif associé à la lecture du plan d'action. En plus, ils ont formé un comité avec des représentants des secteurs de l'accueil et de l'adaptation scolaire pour se joindre à cette équipe-là d'enseignement du français. Dans cette dernière situation-là, les directions impliquées dans le grand comité visaient à faire le pont entre les membres des différentes équipes auxquelles elles avaient donné l'objectif de discuter d'une manière collaborative puisqu'ils partagent les mêmes élèves. Finalement, ces directions d'école ont le souci de ne pas brusquer les membres du personnel comme la situation suivante l'illustre. Une direction participante choisit des personnes qui sont de bons modèles puis invite des collègues à aller vers eux, considérant que c'est moins menaçant que si c'est elles qui orientent elles-mêmes les pratiques pédagogiques. Elles cherchent donc à influencer en utilisant des personnes alliées ou innovantes dans leur équipe pour mobiliser, en s'assurant que les membres du personnel participent aux décisions puis en planifiant leurs interventions de manière à soutenir le travail d'équipe. Par exemple, une personne rapportait la situation suivante. J'anime la CAP, je prépare les ordres du jour avec la conseillère pédagogique, on fait les lectures au préalable, je m'imprègne du sujet, ce qui fait que je suis partie prenante des discussions quand on est tous réunis autour de la table. Les directions rencontrées rapportaient également être capables de faire preuve de souplesse quand des situations particulières surgissent, tout en tenant compte de l'ensemble de la situation de l'équipe. Dans le cas, par exemple, où un membre de l'équipe ne pouvait être présent à une rencontre importante, d'autres aménagements pour assurer sa participation ont été trouvés. On peut voir ici que les efforts déployés par les directions avec qui je me suis entretenue varient leur approche selon les situations qui se présentent à elles. D'une part, quand elles adoptent un style de leadership pédagogique, elles tendent à être davantage dans une gestion descendante avec les membres du personnel, ce qui semble toutefois pas être le cas de la majorité du temps. Elles mettent alors l'accent sur les changements à apporter d'une manière rigoureuse, par exemple en supervision pédagogique. D'autre part, elles cherchent à créer une vision partagée, axée sur l'autonomie professionnelle, puis à établir un consensus inspirant, comme le style de leadership transformationnel amène une action plutôt ascendante, par exemple lors de l'élaboration des objectifs du projet éducatif. Elles cherchent donc dans ce cas-là à créer puis à maintenir un climat favorable au changement d'une manière progressive. Bien entendu, avec un échantillon limité à 6 personnes, il serait bien hasardeux d'avancer qui soit représentatif de l'ensemble de la population des directions d'établissements scolaires québécois. Il n'est pas non plus sage de passer sous silence les limites de l'auto-rapporté. Des biais de désirabilité sociale ont pu affecter les réponses des personnes participantes qui auraient souhaité donner davantage la réponse attendue que celle qui leur semblait plus proche de la réalité. Par contre, le recours à de telles méthodes permet une meilleure accessibilité aux résultats pour la population concernée, mesdames et messieurs dans la salle, et offre une compréhension plus fine des propos et donc la possibilité d'influencer peut-être davantage l'amélioration des pratiques sur le terrain. Vous pourrez me dire, dans quelques minutes, si tel vous semble être le cas. Dans une recherche comme dans l'autre, les directions avec lesquelles je me suis entretenue semblent s'adapter aux situations puis y répondre en mettant en œuvre une panoplie de pratiques de leadership favorisant la réussite des petits et des grands. Il est sans doute pertinent, comme d'autres l'ont déjà avancé, d'étudier l'intégration de plusieurs styles de leadership, de voir à dépasser les limites que l'auto-rapporté impose. Par ailleurs, bien que la documentation des pratiques des directions d'établissements d'enseignement à partir de leur perception contribue à alimenter les connaissances par une vue de l'intérieur, ça suppose plusieurs limites que des recherches recourant à des devis mixtes, par exemple, pourraient dépasser. Je planche là-dessus parce que même si les activités effectivement réalisées par les directions sont rarement observées par les chercheurs à cause de leur multiplicité puis de leur diversité, il est clair qu'elles ont toujours un intérêt pédagogique
puis pour leur équipe sur lequel elles veillent jalousement. Je vous remercie donc de votre intérêt à l'égard des acteurs et des actrices scolaires que sont les directions d'établissements scolaires. Et puis, j'espère vos réactions, questions et commentaires nombreux. Merci, Lynn, professeur Martel, pardon. Céline. On va faire comme d'habitude, hein? D'accord. Merci pour cette présentation. J'ai apprécié l'avant-dernière diapo, entre autres avec la lumière au bout du chemin. On va vers le mieux. Je me demande, est-ce que ça va vers le mieux? C'est la question que je me poserais. Est-ce que d'après ce que tu vois, les choses s'améliorent pour l'enseignement? Du point de vue d'un enseignant, c'est d'eux que je suis le plus près. Est-ce que ça s'améliore sur le rapport avec les directions? Parce que dans un univers parallèle, j'entends que dans d'autres univers, peut-être, pas sur notre terre, pas au Québec, mais que le ministère de l'Éducation pourrait, en imposant des directions, pourrait avoir un plus grand pouvoir et avoir lui-même un ascendant qui serait plutôt descendant, donc moins de place pour une nouvelle gestion qui serait plus appropriée. Est-ce que ça peut pas nuire aux directions d'école en les amenant à peut-être se conformer à des directives qui changent au gré du vent, qui parfois amènent à choisir des indicateurs de mauvaise qualité pour mesurer le succès des élèves, des choses à court terme, comme des examens qui sont pas toujours représentatifs de la réalité, et plutôt que de chercher à développer la pensée, l'amour du savoir, etc. Est-ce que ça se peut, ça? Peut-être pas ici, mais ailleurs, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que ça arrive? Est-ce que ça se peut que ce soit mieux? Oui, que ce soit mieux ou que ce soit moins bien, je ne sais pas trop. Est-ce que je te le demande? Très large question. Est-ce que ça se peut que ça arrive, qu'on impose de plus en plus, c'est ce qu'on voit depuis les dernières années, pour ne pas nommer ce qui s'est passé, par exemple, dans le cadre de la pandémie, où les écoles ont dû mettre l'épaule à la roue à différents égards qui n'appartiennent peut-être pas à l'école, mais là, on pourrait ouvrir tout un débat de société sur qu'est-ce qui appartient à l'école, se brosser les dents, est-ce que ça appartient à l'école? On s'est déjà posé la question il n'y a pas si longtemps. Maintenant, de ce que j'en vois, c'est vraiment dans cette idée-là de tenir la balance entre l'ascendant et le descendant qu'on peut arriver à faire des choses au mieux dans les écoles, puisque si on ne permet pas l'émergence à partir de la base des bonnes idées, ça risque un peu d'être éteignoir. Ouais. Bon, espérons qu'on n'aura pas ce risque-là qui va se réaliser. Entre-temps, s'il y a des questions qui surgissent, il y en a d'autres qui viennent à l'esprit des gens, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A. Il y en a déjà 2 qui sont arrivés, mais je vais commencer par dire des remerciements pour la présentation et je me joins aux gens qui les ont fait pour cette présentation qui est très bénéfique. C'est ce que je lis pour une nouvelle gestion pédagogique. Donc, on est très content que les gens soient heureux. Des gens à travers le monde qui ont des questions ou des commentaires, donc commencent à se manifester. Je vais te lire la première, en fait, les 2 premières qui pourront t'inspirer, puisque le temps, mine de rien, file quand même. Hein. On a dit qu'on allait essayer de finir vers 13 heures. Je vais me dépêcher à lire ça. Donc, la première des questions ou commentaires. Comme suppléant tes parents, j'observe qu'on cherche à rassurer, entre guillemets, les parents. Je proposerais de viser à donner l'information juste et claire et libre aux parents de voir si c'est rassurant ou non. Plusieurs situations dans les écoles sont déplorables, décourageantes et tristes. Il faut donner l'heure juste plutôt que de chercher à embellir la réalité et contribuer à alimenter les illusions que tout va bien. Le plan d'intervention en est un exemple concret. En fin de compte, je ne devais pas pouvoir asseoir 12 enfants en avant tel que demandé par le plan. C'est un juste milieu à avoir. Rester dans l'espoir et avoir un angle constructif en même temps, donner l'heure juste, ce qui peut être déstabilisant. Commentaire sur le commentaire, Marin? Absolument. En fait, ça va un peu dans le sens de ta première question, Marc-André, où on ne peut pas seulement dire qu'on a l'objectif d'intégrer tout le monde, de donner à tout le monde des ressources. Il n'y a pas 12 places en avant dans une classe. Puis la direction d'école est contrainte, je disais tout à l'heure aussi. Donc, il y a des éléments là à revenir à revoir quand on pense, par exemple, à permettre la réussite optimale de tous les élèves. C'est une belle idée en soi, mais quand on pense, par exemple, à un exemple, je vais aller un peu à contre-exemple de ce que la personne a donné, des parents d'élèves en secondaire 4 d'une élève au PEI qui réussit très bien, qui souhaite ajouter dans le cadre d'un plan d'intervention à leur enfant
un tiers-temps pour aller chercher la réussite optimale, puisque pour entrer en sciences pures, voire en médecine, peut-être qu'avec un tiers-temps, il pourrait aller chercher 2% de plus sur son bulletin et donc avoir de meilleures chances. C'est pas l'esprit du plan d'intervention. C'est Donc, même le parfois, contraire. voilà. Donc, il faut, ça prend des directions habiles sur Ouais. le plan politique, justement comme le disait la personne, pour dire les vraies affaires, mais aussi s'assurer d'offrir le meilleur aux élèves qui en ont vraiment besoin. Est-on aussi dans le même cas de figure un peu que pour les enseignants, c'est-à-dire il y a un manque de personnel et il y a donc une alternance des nouveaux profs et aussi des nouvelles directions. Est-ce que ça peut engendrer des problèmes? Si, par exemple, je me pose la question, là, mais si on a souvent des nouvelles directions qui veulent peut-être tout recommencer, repartir tout à neuf, réinventer le bouton en quatre trous, refaire ce qui a déjà été fait, et puis se rendre compte après quelques années qu'ils ont fait comme une poule pas de tête et qu'il fait peut-être retourner à ce qu'il y avait avant, ou pas, peu importe, mais est-ce que ça peut jouer sur le fait qu'il y ait beaucoup de renouvellement, s'il y en a? Absolument. En fait, ce qu'on enseigne, qui est alimenté par les résultats de recherche dont on a parlé tout à l'heure, c'est de susciter la confiance. On n'amène pas la confiance d'abord, hein. Il faut d'abord et avant tout avoir une lecture puis une analyse du milieu qui nous permettent de savoir dans quoi on arrive quand on arrive dans une nouvelle école. Puis ensuite, ben, il faut susciter la confiance. Alors, c'est pas en bousculant tout qu'on va arriver à pouvoir éventuellement aller ailleurs. Donc ça, ce sont des connaissances qu'on a déjà où la lecture du milieu, c'est vraiment payant. Dans plusieurs centres de services scolaires maintenant, on accompagne les directions à la lecture de ce milieu-là, tant sur les plans quantitatifs que qualitatifs, notamment les novices, parce que là, on pourrait ouvrir un autre... sur une autre présentation, les novices profitent de dispositifs d'accompagnement qui sont les novices à la direction au Québec, qui sont qui permettent de faire du pas à pas, notamment dans le cadre de notre DESS, mais aussi par les savoirs institutionnels qui sont transmis par les organisations scolaires que sont les centres de services scolaires pour s'assurer que les novices ne vont pas sur cette voie-là de tout recommencer à chaque fois, puisque si on recommence à toutes les 2 années, ça épuise les membres du personnel et ça a l'effet inverse. On ne suscite plus la confiance, au contraire. Ouais, c'est peut-être même le doute. Mais comment on fait comme direction pour savoir que le problème vient de soi et non pas des affiliés ou bien de la situation? Ça va être difficile parce que enfin, il faut qu'il y ait un rapport d'autorité qui s'instaure, mais en même temps, un rapport de confiance. Les gens ont peur parfois, j'imagine aussi. Ça ne doit pas être simple. C'est pas simple, c'est tout un art, hein. Certains vont dire, si je prends par exemple Mintzberg, que c'est un mélange d'art, de science et d'artisanat. Donc, la gestion, ça demande certaines connaissances, mais ça demande aussi de l'expérience, expérimenter des choses. Puis comme on le disait en début de présentation, il n'y a pas de réponse toute faite. Profiter du savoir de ses collègues, que ce soit des collègues plus expérimentés, des collègues qui sont cadres de service, on l'a vu aussi dans les résultats, c'est toujours payant. Ne pas rester seul et risquer d'aller un peu trop loin, peut-être pas dans la bonne direction. J'allais à une autre question maintenant que nous avons reçue. Je rappelle aux gens que les questions, ben, on les met dans le Q&A et non pas dans la discussion, dans le chat. Toujours spectateur anonyme, mais c'est un autre ou une autre. Je n'ai pas bien compris le lien entre le pouvoir d'influence, les relations de pouvoir et le modèle du leadership pédagogique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ou préciser? Je vais juste m'assurer de voir bien votre question. Donc, le pouvoir, les relations de pouvoir, le pouvoir, ça se passe dans une relation, à part le pouvoir qu'on a sur soi, là, mais on pourrait parler alors de la relation à soi. On n'ira pas là, pas aujourd'hui, à tout le moins. L'influence, en fait, le pouvoir, c'est le résultat. J'ai eu du pouvoir sur quelqu'un s'il fait ce que je voulais qu'il fasse. L'influence, elle, c'est le processus entre les deux. Puis le modèle de leadership pédagogique, c'est un modèle qui expose de quelle manière on peut influencer les résultats. Donc, c'est la façon dont la direction peut avoir, si ça fonctionne, hein, quand la réussite augmente ou se maintient, parce que dans certains milieux, se maintenir, c'est déjà une belle victoire.
Donc, le pouvoir va être le résultat du processus d'influence, l'influence qui peut être qu'on peut considérer comme le leadership. J'espère, monsieur ou madame, que c'est davantage clair pour vous. Ça m'apparaît très clair. Une des questions qui était posée, pas dans le QA, mais je la note quand même, là, par hasard, je l'ai vu, c'est à propos du suivi pédagogique. On demande, et c'est sûrement quelqu'un qui n'est pas du Québec, est-ce que c'est du ressort du directeur ou de l'inspecteur? Puisqu'on n'a pas d'inspecteur ici, la réponse doit être facile, mais en même temps, ça vaut la peine de la faire sans doute. Et ça m'amène, moi, une autre question que tu pourras joindre ou non dans ta réponse, là. Par rapport aux besoins de liberté qu'ont les profs, que les enseignants ont. Tu parlais d'une CAP tantôt, tout ça, d'un CAP. Quand on fait ce genre de comité-là, on veut bien sûr stimuler la réflexion, mais parfois ça peut être plus comme de l'ingérence. Parfois, les profs sentent qu'ils ont besoin de plus d'air, qui se font dire par des gens qui respectent peut-être par ailleurs comme gestionnaire, mais pas nécessairement comme pédagogue ou comme didacticien, quoi faire. Et puis, bon, alors comment on fait pour laisser de la place aux enseignants sans pour autant être laxiste, sans abdiquer ses responsabilités de direction? Merci, Marc-André, et puis à la personne aussi qui pose la question. Je vais donc revenir sur la supervision pédagogique qui peut être faite d'une manière individuelle ou collective. Donc, d'une manière individuelle, c'est une rencontre qui va se faire, une rencontre ou des rencontres, là, donc un accompagnement de la direction avec un membre du personnel qui va être plus individualisé avec un retour sur les compétences. Sur la manière de les développer. Donc, on va toucher le développement professionnel, puis idéalement aussi la reconnaissance, la valorisation de ce qui est déjà bien fait. Donc, ça va être davantage pour la supervision individuelle. Ensuite, il y a la supervision qui va être davantage collective. Et là, les limites sont plus floues. Donc, c'est généralement réalisé par le supérieur. Je sais que, par exemple, juste dans certaines provinces canadiennes, la direction d'école fait partie du même syndicat que les enseignants. Alors, ça pourrait, pas si loin de nous, ne pas être réalisé, la supervision de cette façon-là, par la direction d'école. Donc, c'est une réalité qui est vraie, là. C'est donc le supérieur hiérarchique qui va s'en occuper. C'est un peu la même chose pour la supervision d'une manière un peu plus collective. Et quand nos objectifs sont clairs, connus et communs, la CAP, la COP, prenons la communauté de pratique de laquelle on veut parler, quand on s'est entendu avec les membres de notre équipe sur nos objectifs, puis qu'on trouve les ressources. Donc, là, je vais revenir dans le modèle d'Allinger ou le modèle de leadership pédagogique. Quand on donne la direction, on s'assure que les ressources sont là, puis on fait le suivi pour que les apprentissages avancent. Ben, c'est rare que les gens vont se sentir menacés parce qu'ils vont percevoir la légitimité de l'action de la direction d'établissement scolaire. Là, je ne veux pas ouvrir un autre pan encore. La légitimité, c'est très important. L'autorité de la direction ou son leadership, quand ils sont perçus comme légitimes, ça marche. Sinon, on a l'impression d'entrer dans quelque chose qui ressemble plus à de la dictature, comme on pourrait le voir poindre ailleurs dans le monde actuellement. Donc, on ne veut pas aller là. Tant que c'est qu'on reste dans les limites d'un accompagnement pour favoriser la réussite des élèves, parfois la frontière est mince. Ça va être souvent, je voyais quelqu'un l'écrire dans le clavardage, dans les savoir-être, qu'il y a des choses à travailler parce que quand on forme une direction d'établissement scolaire, ben, il y a des savoirs, bien entendu, mais il y a des savoir-faire, des compétences, des savoir-être, puis certains, comme Bouchama, vont même aller vers les savoirs-devenir. Donc, de rester toujours dans une idée, dans une logique de formation continue, parce que la science évolue, puis avec elle, si nos pratiques peuvent évoluer aussi, on va s'assurer pour les élèves, mais pour les membres de l'équipe aussi, de toujours offrir ce qu'il y a de mieux et puis d'avoir une meilleure influence sur notre écoute. Merci. On achève la période qui nous est dévolue pour faire ça, mais dans le temps qui reste, qui est imparti, il y a une question supplémentaire qui est d'une précision de ce que tu as dit tantôt. Là. Je la lis. Selon vos recherches, quelles sont les meilleures pratiques quant au temps idéal pour une direction dans une école? Si on les change aux 2 ans, point de suspension, c'est dur de bâtir la confiance.
Absolument. Est-ce qu'il y aurait une norme, un nombre d'années? Ça va dépendre de la situation dans chaque école, puisque dans une école où, je vais utiliser une expression, le feu est pris, les relations sont à feu et à sang, ben, ça va prendre peut-être plus de temps ou à tout le moins une intensité, c'est un peu comme avec les élèves, là, une intensité d'intervention qui pourrait faire la différence. Puis encore une fois, je vous ramène au triangle. Le leadership, c'est un leader des subordonnés qui acceptent d'être subordonnés, un leader qui accepte de diriger dans le sens plus large de lead, là, et dans le cadre d'une situation. Alors, si la situation change, tout ça peut évoluer rapidement ou pas. En effet, en effet. Ben, merci beaucoup. Ça met fin à notre webinaire. Il me reste quand même à dire à tout le monde, tout d'abord, en leur nom à tous, merci Lynn de la présentation fort intéressante. Ça a été écrit, mais je vais le redire. Annoncer aussi aux gens que cette présentation-là sera téléversée dans notre site sous forme de PDF, mais en plus de cette présentation PDF, il y aura aussi l'enregistrement qu'on vient de faire là, de ce webinaire. Donc, les deux vont être là, ben, pas immédiatement, dans quelques temps, dans une semaine peut-être, on verra, mais bientôt. Et donc, on pourra te réécouter. Et puis, s'il y a des questions, j'imagine les gens pourront aussi écrire un courriel pour en savoir plus. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On a eu peu de temps, mais on en fera d'autres. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.